Salut, bonjour, bonsoir à tous. Bonsoir. J'aurais une question à Enrique par rapport à la première édition que tu as vécue de l'intérieur, comme nous tous, enfin comme l'équipe de Goldorak Experience. Si tu avais un souvenir à partager avec nous, justement, sur la première édition, ça serait lequel? Alors, la particularité, déjà, moi qui suis votre aîné, moi qui ai quelques années de plus, Ça se voit c'est pas. ce qui me frappe à chaque fois, au Rex tout particulièrement, mais à chaque fois que j'ai la chance d'endosser, de, carrément comment dire, d'avoir le bonheur de représenter sur scène cette musique. Tout à l'heure, vous l'avez fredonné. Je vous ai entendu parce que, bon, on a vu, parce qu'il y a quand même un orchestre symphonique en live, il faut quand même le dire, c'est du classique, c'est génial, et vous avez fredonné l'air, c'est super. Eh bien, à chaque fois, je suis transporté. Le Rex, bon, le Rex, il y a pas photo. À Paris, voilà, il y a deux salles qui sont extraordinaires. J'ai eu la chance de les faire les deux, l'Olympia et le Grand Rex. Je parle de salles à taille humaine où on peut sentir le public, il est là, il vous porte, et l'Olympia, voilà, l'Olympia et le Grand Rex. Et quand, pour la soirée, la Retro Night, Alex, c'est d'abord, on ne chante pas, c'est le public qui chante, mais toute la soirée, parce qu'ils chantent avec plaisir. Ça sort naturellement. On n'est pas obligé de leur dire chantez avec nous, allez, tout le monde avec ensemble, allez, faites du bruit. Ah Non, oui, non, j'en doute pas. direct, direct, la salle s'enflamme. Moi, j'ai été surpris, hein, d'ailleurs. Ben, on en parlait, c'était il y a 2 ans maintenant, Alex. Ouais, c'est ça. Ouais, ça passe vite. Hein. Bon, eh bien, tu rentres sur scène, wow, tu prends cette chaleur humaine, euh, et il n'y a que du positif dans tout ça. Je veux dire par là que c'est tellement de bonheur conjugué dans une même salle, que même si ça s'époumonne, c'est ouais, tout le monde y va. Bon, c'est franchement, bien sûr, un souvenir merveilleux. Ah, formidable. Alors, on peut peut-être faire une petite révélation sur ce qui va se passer, un petit truc qui va changer, un des changements qu'il va y avoir sur le prochain concert. Donc la dernière fois, il y avait l'orchestre qui avait joué les musiques. Ensuite, vous, les chanteurs, vous étiez venus avec vos playbacks habituels. Et on a décidé pour cette édition de faire vraiment du 100% live. Et donc, vous allez chanter. Vous allez chanter avec l'orchestre symphonique. Qu'est-ce Oh, que, wow. qu'est-ce que ça te fait, toi, Enrique, là, cette fois-ci, de chanter avec l'orchestre? Est-ce que c'est plus difficile? C'est quoi? Alors, pour moi, c'est un exercice qui me convient, qui me va parfaitement, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis votre papa à tous et je suis d'une génération où on chante en live. Déjà, quand Pascal Sevran, quand il me demandait de venir faire ses émissions pour reprendre des chansons de Luis Mariano, et vous verrez que le parallèle, c'est pas très loin l'un de l'autre, Goldorak de Mariano, vous allez voir pourquoi, parce qu'il me demandait toujours de chanter en playback, Pascal Sevran. Ouais, amène tes bandes. Enfin, son réalisateur, les producteurs me disaient non, 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 c'était toujours en playback. Et j'ai dit attends, la Belle de Cadix, le chanteur de Mexico, Andalousie, en playback, tu dois faire la carpe sur Mexico, Mexique. Bon, alors. Et moi, j'adore chanter en direct. Donc là, tu imagines le bonheur de pouvoir le faire avec un orchestre classique. Alors, je pense, concernant Goldorak, c'est génial. Je parle de la version d'origine, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu plusieurs versions. Et moi, je suis fan. Noam, Bernard Minet, Savelli, je veux dire, leur version, j'adhère parce qu'elle a traversé des générations, parce que voilà. Mais celle d'origine, elle est très guerrière, combative, et
haut perché. C'est vrai que c'est quand même une tonalité qui n'est pas évidente pour le lambda. Voilà. Et moi, ayant une formation lyrique, comme je l'ai toujours eu, de conservatoire et de formation, donc je me suis adapté à la version japonaise. Parce que, quand même, le chanteur japonais, couillu le caribou, le type, hein. Super voix. Non, voilà, non, mais c'est vrai. Il a vraiment une super voix. Et je me suis dit, il ne faut pas qu'on soit en deçà de ce qu'ils ont fait, de la création. Je voulais être à la hauteur de la mélodie, de la composition et du chanteur. Et j'ai essayé de faire en français, grâce aux paroles de Pierre Delanoë. Comme tu sais, Olivier, parce qu'il sait tout, les mecs, méfiez-vous. euh, voilà, j'ai essayé de m'y coller et c'était très performant. Donc, la question que tu m'as posée, la réponse est là. Ce que chantait Luis Mariano et ma formation est performant et Goldorak, c'est performant. En tout cas, accours vers nous, prince de l'espace, et va combattre ton ennemi, c'est des choses qui étaient quand même assez perchées. Ce matin, j'ai écouté votre première chanson. Enfin, je sais pas si c'est la première, mais une chanson qui s'appelle J'aime, j'aime. À un moment, ça monte là. Hein. Ah, il y a le I de Mexico. Oh là là. Oui, la folie. Oui, ça grimpe. C'est Barclay, en fait, Eddie Barclay, avec Léo Missire, quand ils m'ont signé à l'époque sur Avignon. J'ai eu cette chance-là, d'une opportunité incroyable. M'ont signé pour la voix, en fait. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie et dans tout mon parcours de chanteur, d'avoir une voix facile qui m'a permis justement de chanter. Et eux ont joué la carte avec J'aime, j'aime. Je parlais avec Alex aujourd'hui de Dis My Love. Dis My Love, la dernière note, si vous le trouvez sur, je sais pas, ça navigue sur YouTube. Oh, c'est sûr, c'est Oui, sûr. oui, oui. Moi, je suis pas très internet, mais bon, je sais que ça navigue parce que j'ai la chance d'avoir des amis, des fans, des copains qui postent tout ça, fait qui mettent tout ça. Et Dis My Love, il y a un contrut à la fin, la dernière note, My Love, c'est un nut, ce qu'on appelle un contrut. Et c'est vrai que ce sont des notes performantes qui m'ont permis de remplir le frigo tout au long de ma carrière, de faire de l'opérette. Et je me souviendrai toujours la réflexion d'Eddie Barclay, qui m'avait dit, lorsqu'il m'a demandé d'interpréter cette musique, parce que je ne savais pas, on ne savait pas que ça allait devenir culte, que c'était quelque chose qui allait marquer toutes les générations depuis une cinquantaine d'années, 45 ans maintenant, et avant au Japon. Mais bon, ça a surtout, comme l'a dit Olivier justement, démarré en France très fort. Eh bien, on ne savait pas, mais Eddie m'a dit, écoute Enrique, je revois au téléphone, vous savez, les téléphones à cadran, là, parce qu'il n'y avait pas les portables. C'était il y a 45 ans, les mecs. Mon petit Enrique, il n'y a que toi qui peux faire ça, parce que toi, tu as la voix pour faire ça, tu as une voix. Et non, j'ai personne dans l'équipe qui peut le faire, c'est toi qui vas le faire. Et boum, je m'y suis collé, et la séance avec, franchement, avec Pierre Delanoë, les Japonais, alors je connaissais personne, et bien sûr, je ne parle pas japonais, mon anglais est approximatif, c'est un anglais parlé de rue pour demander mon chemin et au quotidien. Mais bon, j'ai été scotché quand même. Hein. Mais je me suis régalé. Et toujours ce sentiment de me dire, oh, c'est pas vrai. Les musiques, les orchestrations, les arrangements, musique, ça m'est aradé, velu au studio Hoche. Je vous dis pas comment ça déménageait, tu vois. Ils m'ont fait écouter. Oh, j'ai dit, mais c'est génial. C'était riche musicalement. Donc, le Rex. Et au niveau excuse-moi, Enrique, mais au niveau du texte aussi, on est d'une génération où on a eu la chance, et là, je pense que Olivier va confirmer aussi, on a eu une chance extraordinaire d'avoir des textes, et des vrais textes, vrais percutants. Moi, je me souviens que certains génériques m'accompagnaient en tant qu'enfant, mais dans ma vie
tu vois, à l'école, enfin tout ça, quand ça allait pas, quand ça allait, enfin tout ça, on a vraiment des textes. Alex, c'était un justicier. C'était le défenseur de l'humanité, de la planète. C'est trop beau, quoi. Et le texte était en rapport. Tu as raison. Pierre, pour l'adaptation française, Pierre Delanoë, a écrit quelque chose qui tenait vraiment la route. Et l'historien des génériques, d'une manière générale, et des dessins animés qu'est Olivier, va nous confirmer qu'en fait, il y a eu un mauvais procès à l'époque, en 78, puisque c'était le départ, Oui. concernant un mot. C'était un mot qui dérangeait à l'époque, alors que tout le reste dont tu parles, Alex, ce ne sont que des mots d'amour. Il n'y avait que des mots d'amour. Viens défendre notre terre de justice et d'amour. C'est franchement, on peut pas Pour faire l'amour mieux. des oiseaux des fleurs. Et pour l'amour des enfants. Voilà, voilà. Mais ouais, c'est juste un mot. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi ils n'ont pas mis la chanson du début qui posait pas de problème à la fin? Parce que est-ce que c'était une spécificité de Goldorak d'avoir deux génériques différents, Olivier? Alors, moi, j'ai mon idée parce que j'essaie de regrouper, il y a 45 ans, tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai entendu et tout ce que je sais. Après, il y a des choses, vous savez, le dindon de la farce, c'est toujours l'interprète. D'ailleurs, que lui, on n'est jamais au courant, on se fait gruger. C'est pas tous les éditeurs, c'est pas tous les producteurs, c'est pas tout le show business qui est pourri. Non, non, non. Mais il y a certaines personnes malveillantes, puis il y a des gens qui apprécient, d'autres moins. Et ce qui fait que Goldorak, il y avait un mot, c'était le mot race. Il a gêné, dérangé. On a pensé à l'époque que c'était raciste. D'ailleurs, ça a fait la une de Paris Match. Paris Match en a fait sa une, carrément. Ouais, c'est guerrier, c'est violent et raciste. Sauf qu'on parlait d'extraterrestres, on parlait de gens qui n'existaient Non, pas. mais c'est fou. En plus, il parlait de la race. C'est des extraterrestres contre les humains. Mais oui, mais en tant que le mot race veut de race humaine, les humains. En fait, il aurait dû dire, Pierre, humain plutôt que race. Enfin, bon, bref, c'est pas le sujet. Et je crois savoir qu'en fait, ce feuilleton, la première série, Olivier, a été programmée à reculons. En fait, Jacqueline Joubert, qui était, elle, directrice des divertissements de la 2 à l'époque. En fait, elle était en charge des programmes jeunesse. Elle venait d'être nommée en charge des programmes de jeunesse. Et c'est elle qui se retrouve avec Goldorak dans les pattes qui a été acheté avant elle. Et effectivement, elle se retrouve à le programmer. Donc, elle le programme pendant l'été en se disant, bon, c'est pas grave, on va le mettre pendant l'été. L'été, les enfants sont en vacances. Dans Récréa 2 qui venait de commencer. D'ailleurs, le premier épisode de Goldorak dans la première émission de Récréa 2, le 3 juillet 78. Et là, effectivement, c'est le succès inattendu, si bien qu'elle est obligée de continuer de programmer la série à la rentrée. Voilà, bon an, mal an, elle se résigne, elle dit, bon, voilà, ça plaît, les enfants sont contents, je le garde. Mais en même temps, ça fait polémique. En fait, c'est ce clash un peu de génération. Les enfants, eux, ils adorent le générique, ils adorent la série, mais les parents, ils comprennent pas ce que c'est que cet ovni, ils sont vent debout contre, la critique, les journalistes ne comprennent pas non plus. Et ton générique, effectivement, il a été pris en grippe, en fait, par du personnel qui travaille à Antenne 2, en fait, qui eux aussi menacent de faire grève ou qui ils prennent position contre ce programme. Et effectivement, je pense qu'ils ont fait une fixette en fait sur le mot race du générique, etc. Et en fait, je pense qu'ils vont retirer ton générique juste pour donner un gage et pour dire, bon, on va calmer la polémique, on va changer le générique. Oui, et il y a, Olivier, si tu le permets, au-delà de ça, il y avait aussi, il y avait le mot, mais le ras-le-bol ou l'agacement de Jacqueline Joubert, son entourage et les programmateurs d'une manière générale, c'est parce que les enseignants aussi, j'avais lu quelques articles à l'époque, avaient envoyé des courriers en disant c'est violent, trop violent pour les enfants, c'est quoi ce robot
qui lance des lasers. Enfin bon, c'était quelque chose qui choquait à l'époque aussi. Mais en fait, c'est l'ancêtre de l'audimat parce qu'ils ont reçu un courrier monstre. On les voit dans Récréa 2, ils sortent des sacs entiers de sacs. Alors, ils lisent aussi des lettres d'enfants qui disent moi, j'aime pas trop Goldorak, ça me fait peur et tout ça. Et après, mais même en 82, quand la série revient dans Récréa 2, il y a Jackie qui sort un gros sac, il dit bon, vous nous réclamez le retour de Goldorak, du coup, on vous le remet. Mais je crois qu'ils ont pillé aussi c'est le public qui l'a Simon, pour te répondre, pourquoi ils m'ont pas mis? Parce que c'est pas possible. En fait, le seul endroit où je suis, alors c'est prouvé par huissier, parce que j'ai eu maille à partir avec pas mal d'escrocs, mais au générique de début et au générique de fin, ils ont mis Noam, donc la version de Noam. Mais à l'intérieur de certains épisodes, quand il se transforme, quand il rentre dans le robot et que la musique démarre, machin, il y a toujours ma voix. Parce qu'en fait, à l'origine, j'avais chanté des bribes. C'était pas une chanson. Noam, avec, je ne sais plus, c'était Pascal Auria, je crois. Oui, c'est Pascal Auria qui a fait la chanson. Voilà, et toujours les paroles de Delanoë en ont fait une chanson. Mais moi, c'était des bribes. C'était accours vers nous, prince de l'espace, Goldorak, go! Et ça partait, c'était que des phrases comme ça, va combattre ton ennemi. Et c'était toujours des bribes. Donc, dans le feuilleton, si il reprogramme l'original, il y a toujours ma voix en fait. J'étais le premier à visionner des images pratiquement du grand public, je parle, parce que je considère que je fais partie du grand public. J'ai été un privilégié sur un petit monitor, là, petite télé portable dans le studio. Il n'y avait pas les écrans qu'on a maintenant et la technique qu'il y a maintenant. Hein. Je vous rappelle, c'était il y a 45 ans. Du coup, tu avais la chance t'avais la possibilité de voir les épisodes ou au moins les images de générique avant d'enregistrer? En fait, j'avais demandé au preneur de son et à Pierre, parce que Pierre Delanoë était sur un coin de table en train d'écrire des paroles, il ne l'avait pas terminé. Vous vous rendez compte, c'est une aventure Goldorak. Il n'avait pas fini, il n'était pas arrivé avec des textes, tiens, voilà Coco, tout est fait. Pas du tout. Il était là en train d'écrire encore, il me dit, putain, Enrique, bon, c'est un gros mot, putain, faites gaffe. Qu'est-ce que tu mettrais là? Bon, il cherchait les rimes encore, il était comment dire, doué, parce que quand même, monsieur Delanoë, mais autant là, c'était un peu un casse-tête japonais. C'est-à-dire que, bon, il a été obligé de se concentrer un peu, on s'y est mis, j'étais avec lui, et puis du coup, j'ai dit, mais Pierre, je veux bien t'aider ou te donner quelques mots, quelques phrases, une température, mais ça parle de quoi? Je ne savais pas de quoi ça parlait. Et oui. Alors, il m'a dit, bon, attends, demande à Linger de te faire voir des images et tout ça. Et j'ai vu quelques images. Mais je vais te dire, c'était tellement révolutionnaire que ces images-là, quand tu prends, il y a 45 ans, Goldorak en pleine figure, tu te dis, putain, oh merde. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Pas pareil. On avait des animaux, des nounours, des canards, tu vois, des lapins. Il n'y avait pas ça, quoi. Et j'ai dit, là, va falloir être à la hauteur. Et puis bon, voilà toute la complexité de Goldorak. Historiquement, les premiers génériques qui ont commencé à faire prendre conscience aux maisons de disques que la puissance de la télévision pouvait générer vraiment avoir un impact sur des ventes de disques, c'est Bonne nuit les petits. C'est à ce moment-là, dans les années 60, où il y a ce programme-là et il y a des disques qui sortent avec des histoires de Bonne nuit pour les petits. Et ils se sont rendus compte qu'effectivement, avec le lancement de la diffusion de la série à la télé, que ça faisait vraiment quelque chose de plus que significatif. Mais Goldorak, là aussi, la chanson de Noam, qui va être rapidement disque d'or, comme tu le disais, Enrique, voilà, Eddie Barclay n'en veut pas, et finalement les droits sont revendus à Haim Saban, qui est le producteur de Noam,
Et même Haïm Saban, au départ, il trouve personne pour commercialiser ce disque. Les maisons de disques, les Polydor, les gens de l'époque, Ils en veulent pas. c'était un ovni. Ils ne croyaient pas. Ils disaient, c'est quoi ce truc? Chanson d'un dessin animé japonais. Personne ne voulait le prendre. Et finalement, Un gamin en plus, peut-être. et c'est lui qui va prendre tous les risques, surtout. Donc, ils vont trouver quand même un distributeur, mais qui va faire le minimum. C'est-à-dire juste, il ne finance pas la duplication des disques, etc. Il le distribue, il le met en rayon parce que ils ont besoin de toute cette logistique. Et c'est Haïm Saban, voilà, qui finance de sa poche. Mais en retour, c'est lui qui va empocher tous les bénéfices. Et derrière, il va monter son studio à Los Angeles et il va faire plein d'autres génériques. Et lui, il est vraiment un des premiers aussi à comprendre que se voir confier la création d'une chanson pour une émission télé, c'est très très puissant et ça permet d'ailleurs de vendre des disques. C'est comme ça que derrière, il va voir quand il y a Ulysse 31 qui se monte et qui sont en panne, ils n'arrivent pas à faire de générique. Et il va voir le producteur Jean Chopin et il leur dit si tu veux, moi je te fais un générique, c'est gratuit. Je paye moi-même l'enregistrement, la musique, le studio. On est encore en 81. On ne fait pas ça dans un home studio. Il faut avoir des moyens, il faut payer des musiciens, etc. Il savait que ça allait engendrer une chanson, voilà. Et du coup, lui, il dit tout de suite non, mais je vais te le faire ton générique. Par contre, je garde les droits et c'est moi qui vends les disques. Et du coup, c'est pour ça que Enrique t'a pas enregistré parce que t'es arrivé trop tôt? Parce que on aurait pu sortir ton disque à la sortie de Goldor. Enfin, on savait peut-être pas que ça allait marcher. En fait, quand Barclay a réuni mon directeur artistique de l'époque, le directeur de ces nouvelles éditions, Eddie Barclay, qui s'appelait Patrick Villaret, mon directeur qui avait à la réunion, eux deux, le directeur de production aussi, qui était là, et Léo Missire, et il y avait Eddie Barclay. Et il a posé des questions. Il a dit, bon, il y a un truc qui marche à la télé, Enrique l'a chanté, qu'est-ce que ça devient, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et Patrick Villaret s'est levé, a dit, écoute, Eddie, on n'a plus les droits. Alors, tu vois la réunion déjà plombée en 3 minutes. Il avait revendu les éditions et j'ai même le prix de vente parce qu'il l'a dit à Barclay, j'étais là, encore une fois, à Saban. Et eux étaient déjà en train de fabriquer le 45 tours. Et pour te répondre, Simon, pourquoi? Parce qu'on aurait pu faire la version originale et dire, tiens, on n'a qu'à sortir. Mais comme Barclay avait des projets pour moi, j'étais en train d'enregistrer mon album de variété. Il n'y a pas cru spécialement en disant, bon, il va pas faire sa carrière sur un dessin animé, c'est incroyable. Il dit par lui-même, ouais. Et j'ai pas insisté moi non plus parce que je me suis dit mon avenir, il n'est pas dans un générique de dessin animé. D'autant qu'il fallait monter la chanson, la fabriquer, puisqu'il y avait que des bribes. Quand il m'a posé la question, il m'a dit qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit écoute, moi j'ai fait comme du doublage dans le feuilleton. À chaque envolée, à chaque attaque, à chaque départ, et générique de début et générique de fin, il y a quelques phrases. Il fallait regrouper tout ça, rentrer en studio, regrouper et sortir un 45 tours. Mais vous n'aviez plus les droits. Voilà, il n'avait plus les droits. Il a dit, comme il ne gagnait plus sur l'édition, il n'était ni auteur ni compositeur, il n'y avait que moi comme interprète, je suppose qu'il s'est dit, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Voilà. Et il se trouve que un mois après, ça a été ce que vous savez, quoi. Voilà pourquoi je n'ai jamais enregistré le vinyle. Par contre, on a enregistré ensemble, on a enregistré cette chanson plus tard, en 2001. C'est ça. Vous avez fait le montage avec Tony Rallo. Voilà. En fait, on a retrouvé Enrique. À l'époque, je travaillais pour une maison de disques, Logarithme, et effectivement, on voulait sortir. Alors, on a cherché à récupérer, ou on a d'abord cherché à savoir s'il y avait eu un enregistrement complet de cette chanson. Effectivement, tu nous avais raconté cette histoire. Donc, on a décidé de la refaire par nous-mêmes. On a réorchestré la chanson avec Tony Rallo, donc un musicien, donc un grand musicien qui a accompagné Dalida, enfin qui a fait beaucoup de choses et qui a aussi produit des génériques.
Et on a fait venir Enrique. Maintenant, je peux l'avouer, donc j'ai écrit un deuxième couplet parce qu'il y avait eu écrit, on connaissait qu'un couplet en fait de la chanson. On l'avait jamais été. On parle de la première, hein, Governo. C'est Donc vrai. voilà, j'ai dans le style un peu de Pierre Delanoë, j'ai rajouté quelques paroles et on a enregistré en 2001 une version complète, c'est celle que tu chantes aujourd'hui, avec 2 couplets pour le générique de début et le générique de fin. Et on a pu enfin sortir, alors c'était pas un vinyle, c'était un CD single, mais ça a permis, et c'est ce qui a permis d'ailleurs aussi de faire sortir ton nom, parce que finalement, jusqu'en 2000, même si tu avais été crédité dans les premières diffusions, ton nom avait été complètement oublié. On ne savait pas qui chantait cette chanson qu'on entendait encore dans les épisodes. Bon, en tout cas, je vous salue, les amis. Simon, merci de m'avoir accueilli et embrassez pour moi toutes les personnes qui nous écoutent, tous tes auditeurs, tous tes spectateurs, je ne sais pas comment on les appelle, tous les internautes. Les copains, moi je les appelle les copains. Les copains, voilà, tous les copains, on les salue.